La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue, vous êtes à l'écoute de la matinale RCF et bonjour Monseigneur Dornelas. Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes ce matin, et c'est d'une figure rennaise que nous allons parler. Un jeune, le bienheureux Marcel Callot, un des 13 saints patrons des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à Lisbonne cet été. Monseigneur Pierre Dornelas, vous êtes bien avec nous, bonjour. Bonjour. Mais peut-être avant d'évoquer avec vous cette figure de Marcel Callot, je voudrais que l'on revienne sur ces faits qui concernent les missions étrangères de Paris. 3 prêtres, dont l'actuel évêque de La Rochelle, sont sous le coup d'enquêtes judiciaires pour des faits présumés de violences sexuelles. Cette fois, cette affaire concerne 2 évêques en exercice. C'est peut-être ce qui choque le plus. Quelle est votre réaction ce matin, Monseigneur Dornelas ? Je prie pour tous ceux qui sont troublés, et légitimement troublés, et en même temps, je sais bien que seule la vérité rend libre. N'ayons pas peur de la vérité. Cherchons-la et ne l'imaginons pas. Voilà ma réaction spontanée. Monseigneur Dornelas, je vous propose maintenant que l'on parle de Marcel Callot. Vous publiez un ouvrage pour raconter son histoire. Ça s'appelle « Entre les mains du Christ ». Marcel Callot, apôtre de la fraternité chez Salvatore. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Marcel Callot, qui était-il ? Eh bien, un jeune qui est né un 6 décembre 1921 à Rennes et qui a passé les 21 premières années de sa vie à Rennes. Et là, il s'est engagé de façon tout à fait étonnante et significative dans 3 nouveautés dans l'Église, 3 mouvements nouveaux. Ouais. La croisade eucharistique, le scoutisme et la joque. Et ce garçon n'a pas cessé de grandir avec une amitié qui s'est développée de plus en plus, ayant une grande empathie, une capacité de fédérer autour de lui, attirant beaucoup de jeunes. Il a travaillé à partir de l'âge de 12 ans. C'est étonnant qu'il ait travaillé à partir de l'âge de 12 ans. Et il s'est rendu compte à quel point le milieu du travail, ses collègues de travail, avaient besoin d'un témoin, si je peux dire, d'un témoin du Christ. Et il a vécu cette amitié avec le Christ de telle sorte qu'il a forcé le respect de façon étonnante, avec une autorité naturelle. Et puis, il est parti en Allemagne, réquisitionné pour le travail obligatoire. C'était un certain 19 mars 1943. Et on va revenir dans un instant sur cette déportation. Juste avant, vous parliez d'un triple engagement, effectivement, chez Marcel Callot, à la fois la croisade eucharistique, le scoutisme, la joque. Qu'a-t-il été cherché dans ces différents mouvements ? Je dirais de façon toute simple, le Christ, selon la pédagogie propre. La croisade eucharistique, c'est quelque chose qu'il a éduqué. C'est l'ancêtre du Mège, donc ça l'a éduqué à rencontrer le Christ pendant la messe. Beaucoup de témoins disent qu'ils étaient impressionnés parce que pendant la messe, ils n'y assistaient pas. Ils priaient, c'est tout à fait autre chose. Ils priaient quelqu'un. Il était avec quelqu'un pendant la messe. Le scoutisme, c'est sûr que son entrain et ses talents lui ont permis de donner de l'entrain pour les jeux, d'animer. Et là, il a découvert peut-être l'animation des autres. L'animation des autres dans le jeu, en étant ensemble, en équipe. Et cela lui a servi beaucoup à la joque où il a cherché à animer. Et même quand il était au service du travail obligatoire en Allemagne, pour empêcher l'influence nazie, il a organisé des jeux de théâtre, des jeux sportifs, et peut-être qu'il a appris ça au scoutisme. Et à la joque, c'est sûr qu'il a découvert le monde du travail. Ça a été une grosse épreuve pour lui. Une épreuve ? De découvrir la dureté. Il le dit lui-même, parfois des propos très crus, contrairement à tout ce qu'il avait pu imaginer de la beauté de la vie. Il voyait des choses qui étaient, j'allais dire, même méchantes, du harcèlement qu'on dirait aujourd'hui. On ne disait pas ça à cette époque-là. Et petit à petit, à partir de 13 ans, il s'est dressé contre ça, avec une espèce de maturité intérieure et psychologique étonnante, à tel point qu'il forçait le respect. Et dans son atelier, on le surnommait Jésus-Christ. Mais pas du tout comme une moquerie, comme une moquerie anticléricale. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui forçait le respect pour son attitude. Il avait une autorité naturelle. Il suffisait, disent les témoins, qu'il se présente dans l'atelier où il y avait des propos salaces pour que tout s'arrête. Oui. L'influence de Marcel dans son atelier, où il était typographe, donc dans une imprimerie, a été considérable et reconnue à tel point qu'il a été élu, de façon tout à fait naturelle, président de la section jossiste de sa paroisse
à Saint-Aubin, en plein centre de Rennes. Et d'ailleurs, vous parliez de talents chez Marcel Callot. Quels étaient-ils, ces talents ? D'abord, c'est un blagueur, L'humour. un taquin, l'humour. Et donc ça, il savait user de l'humour. Deuxièmement, c'est quelqu'un de très volontaire. Non pas volontariste, mais quand il a une idée, il la garde, il essaye, il va jusqu'au bout. Et quand il reconnaît qu'il se trompe, il le reconnaît très volontiers. Mais enfin, il a maintenu son idée jusqu'à temps qu'on lui montre que c'est une erreur. Et troisièmement, il a le souci d'apprendre. Il ne prétend pas savoir. Il a le souci d'apprendre. Il demandait sans arrêt conseil. Le prêtre, qui était le vicaire de la paroisse, dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme Marcel qui demandait sans cesse conseil. Mais pas conseil parce qu'il était hésitant, pas conseil parce qu'il était incertain, pas conseil parce qu'il manquait de personnalité. Il demandait conseil parce qu'il avait soif d'apprendre. Et d'ailleurs, quand il partira en Allemagne, dans sa petite armoire dans la baraque, il va se constituer une bibliothèque pour continuer à apprendre, à se former. Et ça, il me semble que c'est une très grande qualité de Marcel. On sent qu'il acquiert une assurance parce qu'il se forme, parce qu'il apprend, parce qu'il découvre. Il n'est jamais blasé, si je peux dire. Marcel Callot, c'est aussi un engagement contre la barbarie nazie qu'a fait ce jeune pour lutter contre l'invasion allemande. En tout cas, pourquoi s'est-il retrouvé à partir en Allemagne ? D'abord parce qu'il a été réquisitionné par le service du travail obligatoire et il n'a pas voulu que s'il reste, eh bien, il y ait des répercussions sur sa famille et notamment sur son frère Jean qui était séminariste. Et donc il a décidé de partir. Mais il est parti. C'est lui qui a décidé de partir ? Oui, c'est lui qui a pris cette décision de partir. D'accord. Et il a dit à sa tante, je pars comme missionnaire. Il avait appris à être missionnaire à Rennes, au milieu de ses collègues de travail, et il part comme missionnaire. Et effectivement, quand il va arriver à Zella-Mehlis, en Allemagne, dans la région de Thuringe, eh bien, après 2 jours et demi, 3 jours de trajet en train, il va se mettre immédiatement à faire quelque chose pour évangéliser ses camarades de travail dans l'usine où il est et dans la baraque où il loge. Ça va lui porter préjudice ? Quand il va être arrêté, donc il arrive le 23 mars 1943, et un an après, le 19 avril 1944, quand il est arrêté, il rentre dans la baraque. Il y avait un camarade de travail qui était dans la baraque parce que ce camarade travaillait la nuit, donc il était là le matin. Et Marcel dit « Je suis arrêté ». Et le gars de la Gestapo suit Marcel. Et ce camarade interroge le gars de la Gestapo « Mais pourquoi vous l'arrêtez, Marcel ?» Réponse de cette personne de la Gestapo, « Monsieur Callot est beaucoup trop catholique ». Voilà pourquoi il a été arrêté à la prison, puis conduit dans des camps de concentration. Dans le fait, il a opposé une résistance spirituelle avec ses camarades jossistes de façon incroyablement efficace contre la barbarie nazie, à tel point que en mai 1944, il y a une lettre qui vient de Berlin, de la sécurité du régime nazi, qui est une lettre en français et qui demande que tous les responsables des mouvements d'action catholique arrêtent ce qu'ils font, sinon ils vont aller en camp de concentration. Et donc les nazis ont bien compris qu'il y avait une résistance spirituelle qui leur échappait, qui était plus forte qu'eux. Et c'est là qu'il trouvera la mort en camp de concentration, Marcel Callot, à l'âge seulement de 23 ans. Il est mort très jeune, Marcel Callot, et pourtant son testament est incroyable, son testament spirituel notamment. Son testament spirituel, il n'a pas écrit de testament spirituel, il n'a écrit que des lettres. On a 170 lettres à sa fiancée, qu'il aimait éperdument. Peut-être parler effectivement de cette chic fille, Marguerite Derniot. Oui, c'est une femme qui a conduit une correspondance avec son fiancé. Ils se sont connus en 1941, ils se sont déclarés leur amour en 1942, et là, puis il part en 1943. Du coup, une intense correspondance. Et dans cette correspondance, Marguerite et Marcel, on n'a plus aucune lettre de Marguerite, mais on a le journal de Marguerite. Et on voit bien qu'ils essayent de concevoir leur amour conjugal, leur mariage chrétien, dans lequel le Christ aurait la première place. Et ces lettres sont tout à fait extraordinaires. Il y a même parfois des crises, des incompréhensions mutuelles. Et du coup, comment ils résolvent leur crise ? C'est toujours par une croissance de leur amour.
Et il y a quelque chose de très instructif dans ces lettres pour tous ceux et toutes celles qui veulent vivre un amour conjugal authentique, qui se préparent au mariage. Je pense que Marcel pourrait être un préparateur de mariage chrétien de façon extraordinaire, avec sa fiancée Marguerite. Et d'ailleurs, les mots sont magnifiques. Il n'arrête pas de dire que c'est une chic fille et dit « Ma chère petite fiancée que j'aime de toute la force de mon âme ». N'est-ce pas là des mots d'amour formidables? Marcel Callot, justement, sera cet été un des saints patrons des Journées mondiales de la jeunesse. Un sondage paru récemment dans La Croix décrivait le profil type des participants au JMJ, des jeunes fervents, très engagés, confiants en l'Église. Marcel Callot est pour eux un bel exemple. Oui, je pense que Marcel est un exemple étonnant. D'ailleurs, Jean-Paul II, qui cherchait un jeune à donner un exemple à tous les jeunes, alors qu'il avait organisé les Journées mondiales de la jeunesse en 1987 à Buenos Aires, c'était les premières Journées mondiales de la jeunesse, et l'archevêque de Rennes lui dit « Mais très sympa, moi j'ai quelqu'un à vous proposer, c'est Marcel Callot ». Et Jean-Paul II a fait connaissance avec Marcel Callot, et immédiatement, après le travail de procédure, il l'a béatifié le 4 octobre parce qu'il voulait que ce jeune soit un modèle pour tous les jeunes chrétiens. Effectivement, c'est un exemple étonnant, un dynamisme missionnaire dans une vie tout à fait ordinaire. Et d'ailleurs, un documentaire est en cours de préparation qui sera visible aux Journées mondiales de la jeunesse. Les productions du Regard notamment travaillent sur ce film, sur Marcel Callot. Tout autre sujet, Monseigneur Dornelas. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur le débat en ce moment sur la fin de vie, puisque vous avez pris la parole récemment dans le quotidien Ouest France pour défendre l'esprit des soins palliatifs. La ministre en charge du sujet, Agnès Firmin-Lebaudot, souhaite développer concomitamment les soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie, avec l'aide active à mourir. C'est incompatible, Monseigneur Dornelas ? C'est exactement le mot que vous avez prononcé qui montre l'erreur quand vous dites concomitamment. C'est pas possible. Si on ne comprend pas ce qu'est le soin, si on ne va pas écouter les soignants pour découvrir à quel point le soin est une œuvre extraordinaire, est une œuvre précieuse qui fait ressortir toutes les ressources de l'humanité et des compétences médicales. On ne peut pas introduire dans ce soin l'aide active à mourir, l'euthanasie ou le suicide assisté. Comme d'ailleurs l'a dit le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, François Braun a bien dit que l'aide active à mourir n'était pas un soin. Et si la ministre Agnès Firmin-Lebaudot veut mettre ensemble l'aide active à mourir et le soin, c'est une corruption du soin. Une corruption. Et beaucoup de soins. Oui, c'est une corruption. On va corrompre le soin, la philosophie du soin. On va corrompre ce à quoi s'attachent jour après jour des quantités de soignants qui ne pourront plus maintenir la confiance des patients. Pourquoi ? Parce qu'ils auront la possibilité de procéder à l'aide active à mourir qui n'est pas un soin. Et ce mélange, me semble-t-il, que n'a pas fait la Suisse, ce mélange que n'a pas fait la Suisse, me semble-t-il, serait très pernicieux. On voit bien que tout nos systèmes de santé aujourd'hui est défaillant. Oui. Je vois bien que des soignants s'évertuent de façon incroyable, jour après jour, avec la créativité, de façon pluridisciplinaire à soigner, et on veut introduire dans ce soin quelque chose qui n'est pas du soin. Je vous signale que le Conseil de l'Europe a déclaré que le soin palliatif était essentiel à la médecine. Je dis bien essentiel, ça appartient à l'essence de la médecine. Le Conseil de l'Europe n'a jamais dit que l'euthanasie appartenait à l'essence du soin. C'est une aberration. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes difficiles. Effectivement, il y a des personnes pour qui la souffrance est réfractaire. Est-ce qu'on peut faire confiance au progrès de la médecine, au progrès du soin, et de telle manière que les soins palliatifs puissent être mis en œuvre dès le début des soins curatifs, comme le recommande le rapport Sicard, le rapport du Sénat. Et les soins palliatifs ont un grand avenir devant eux, à une seule condition, c'est que l'État les encourage fermement et les développe. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Dornelas, d'avoir accepté ce matin notre invitation sur RCF. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Rennes et vous publiez Marcel Callot, Entre les mains du Christ, l'apôtre de la fraternité. Marcel Callot, qui, je le rappelle, sera un des 13 saints patrons des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu cet été à Lisbonne. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin notre invitation et merci à Cécile Collard de RCF Alpha à Rennes qui a permis le duplex.